Eh bien, bonjour et bienvenue à un bonus des berceuses occultes. C'est donc un hors-série, mais ça va être récurrent. J'ai baptisé ça « Sortie des boulamites ». Ici, je vais donc parler exclusivement de trucs que j'ai débusqués dans des vieux journaux québécois, que ce soit des articles, des publicités ou des feuilletons. Aujourd'hui, et pour plusieurs épisodes à venir, je m'intéresse à l'auteur Claude Montorge. Puis là, certains diront, avec raison quand même, hostie de calice, c'est qui ça, Claude Montorge? Ben, premièrement, on se calme les vulgarités gratuites. Et puis deuxièmement, c'est pas pour rien que ça s'appelle Sortie des boulamites. C'est parce que je suis allé chercher ça creux. Pour vous mettre en contexte, pendant ma recherche sur l'épisode hors-série sur James MC Isaac, je suis tombé sur une promo dans le journal qui m'a fasciné. Bon, disons plutôt que ça a piqué ma curiosité. Si je ne me trompe pas, c'était dans le journal de la patrie du 12 janvier 1927. Permettez-moi de lire l'extrait. Nouveau feuilleton. Nous commençons samedi prochain, 15 janvier, L'héritage de honte par Claude Montorge. La publication d'un grand roman d'amour et d'action, d'une intensité dramatique et sentimentale, qui en fera l'un des feuilletons les plus passionnants. L'intrigue en est mouvementée et mystérieuse. Nous sommes certains que ce roman vécu procurera des heures à la fois enchantées et palpitantes, des heures romanesques, pleines d'émotions. Et là, en voyant ça, je me suis dit, je pourrais faire la lecture de vieux feuilletons un peu obscurs. Et puis, L'héritage de honte me paraissait le parfait feuilleton pour commencer. Bon, malheureusement pour moi, j'ai pas réussi à mettre la main sur l'ensemble du texte, parce que malheureusement, c'est pas toutes les parutions du journal qui ont été numérisées et archivées. Donc, dans le cas de l'héritage de honte, c'était donc impossible de le rassembler en entier. En quelques mots, comme le disait si bien Molière, mon chien y est mort. Mais je me suis pas découragé et je me suis dit que je pourrais retrouver l'ensemble du texte ailleurs. Après tout, c'est pas impossible qu'il ait été publié sous forme de livre. Après quelques recherches, il semble que oui. Si je me fie aux archives de Google, il existe un ouvrage de 132 pages sorti en 1926, donc avant sa publication dans le journal. Malheureusement, j'ai pas réussi à le trouver. Tout ça a été bien infructueux, mais rendu là, j'étais lancé. L'affaire, c'est qu'on connaît pas grand-chose de Claude Montorge. En fait, on sait même pas si c'est une femme ou un homme. C'est bien pour dire. Initialement, j'avais présumé qu'il s'agissait d'un homme, mais après avoir fait une demande d'aide aux Archives nationales pour des renseignements sur Claude Montorge, la personne m'ayant répondu m'a fait réaliser qu'il pourrait bien s'agir d'une femme. La raison en est assez simple, c'est qu'il y a une auteure française qui portait le même nom dans les mêmes années. Il s'agissait d'une compositrice parolière. Mais est-ce que c'est la même personne? On pourrait penser que oui, mais malheureusement, on n'a pas pu me le confirmer. Ce qui me laisse penser, c'est que les 10 feuilletons de Claude ont toujours la mention autorisée par la Société des gens de lettres en tête. C'est une association française qui promouvra les droits et la défense des intérêts des auteurs. Ça a été fondé à Paris le 16 avril 1838, sur une idée de Louis Desnoyers, soutenue par Honoré de Balzac. Bref, ça laisse penser que notre Claude est de nationalité française. Probablement d'ailleurs que l'auteur n'a jamais vécu au Québec. Bon, je peux faire erreur, mais autre détail qui me laisse penser qu'il s'agit peut-être de la même personne, c'est que tous deux ont été actifs pas mal dans les mêmes années, entre 1925 et 1954, et que j'ai trouvé qu'un seul certificat de décès en France en 1952. Mais rien au Québec pour un Claude Montorge. Ici, la dernière publication date de 1954, mais ça aurait très bien pu être posthume. Après, à ma connaissance, plus rien. Mais rendu là, je voulais vraiment confirmer la chose. Je suis donc allé embêter les gens de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Malheureusement, après une recherche de leur côté, ils n'ont pas pu confirmer ou infirmer qu'il s'agissait de la même personne. Ma dernière option était d'aller embêter justement la Société des gens de lettres, qui gérait les droits de Claude Montorge à l'époque. J'ai envoyé plusieurs messages, mais pour l'instant, ils m'ont toujours pas répondu. Il faut croire que Louis Desnoyers et Honoré de Balzac sont trop occupés à être morts pour me répondre. Bref, c'est à suivre. Si vous avez des informations ou si vous en connaissez un peu sur Claude, écrivez-moi parce que j'aimerais vraiment ça en savoir plus. Si on ignore à peu près tout sur Claude Montorge, on sait une chose, c'est que c'était un auteur prolifique. Plusieurs journaux différents ont publié ses œuvres, dont La Patrie, Le Nouvelliste, Le Progrès du Saguenay, La Tribune, mais la plus grosse collaboration de Claude, c'est probablement avec Le Canard.
C'était un hebdomadaire illustré qui faisait dans la satire politique, la caricature et la bande dessinée. Puis, inutile de vous préciser qu'un feuilleton, c'est rarement un petit article de bas de page. Ça occupe entre une demi-page, voire jusqu'à 2 pages dans certaines publications. Et ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est pas rien. Claude a rédigé de nombreux feuilletons tels que Le manoir de l'ours, Histoire de brigands, Le moulin des loups, Prise au piège, Héritage de honte et Le chevalier du silence. C'est incontestable que si aujourd'hui on parle plus beaucoup de lui ou de elle, Claude occupait beaucoup de place dans les journaux de l'époque. Et là, pour l'épisode, j'ai rassemblé tout un feuilleton en entier et j'ai choisi Prise au piège, dont le premier épisode est sorti le 19 juillet 1925. Je ne l'ai pas lu au préalable, je trouvais que c'était plus drôle comme ça. J'ai donc aucune idée de la nature de l'histoire. Si vous écoutez la version vidéo de l'épisode, vous allez voir que j'ai essayé de donner vie à l'histoire grâce à des images générées avec l'IA. Feuilleton du canard, Prise au piège, par Claude Montorge. Chapitre 1er. Le filon. Tu as bien réfléchi? C'est décidé? Arrêté? Tu ne veux pas épouser M. Bonnière? Madeleine, le front barré d'un pli vertical et toute la trempe de sa volonté vibrant de sa voix résolue, répondit avec fermeté « Jamais !» Madame de Lorieux pâlit, rétracta une crispation involontaire qui témoignait d'une force de domination sur soi-même peu commune, et, subitement radoucie, hypocritement amicale, tenta encore quelques remontrances. « Nous voulons ton bonheur, nous avons le devoir de te l'imposer malgré ta résistance stupide et ton niais entêtement. » Retombant dans un travers qui la rendait insupportable, Madame de Lorieux rappela cruellement à sa nièce la grande pauvreté de ses parents, la mort lamentable de son père à l'hôpital et sa mère dans une chambre froide, abandonnée et solitaire. Elle lui rappela 1000 détails navrants d'une existence pénible et précaire qu'elle exagérait, sur lequel elle brodait indéfiniment, qu'elle agrémentait des preuves humiliantes, qu'elle ornait de déchéances imaginaires, pour donner plus de relief aux bienfaits dont elle croyait avoir comblé Madeleine, et elle ajouta, sur un ton comiquement douloureux, « Fallait-il donc nous attendre à cette démonstration d'ingratitude? Cette désobéissance obstinée et farouche est-elle l'unique récompense de nos peines? Est-ce pour te voir te révolter contre nos intentions, contre notre volonté, que nous t'avons recueilli à la mort de ma sœur, pour ne pas te laisser à l'assistance publique, que nous t'avons adoptée, considérée comme notre fille, élevée comme une princesse? Qu'est-ce qui te fait sourire? Le soin que vous avez pris chaque jour, mon oncle et toi, de me reprocher vos bienfaits ou de m'en faire sentir lourdement le poids. C'est ainsi que tu comprends la reconnaissance. J'avais 13 ans quand ma mère m'a laissé. Je promettais d'être jolie. Vous avez entrevu qu'en m'attifant, en faisant de moi une poupée artificielle, vous auriez peut-être des chances de me marier avec un homme fort riche et de récupérer tout d'un coup, par un mariage qui serait une bonne opération financière, les frais que je vous ai occasionnés, avec de copieux intérêts. Vous n'êtes pas soucié de cultiver mon esprit, ni mon cœur, mais seulement mon physique. Vous vouliez que je fisse sensation. Vous avez fait redresser mes dents qui ne poussaient pas régulièrement. Vous m'avez porté à envier le luxe, les toilettes somptueuses, les bijoux. Vous m'avez couverte de chaînes en simili, de pierreries en toque, de joaillerie en imitation. À 16 ans, à l'âge où les autres jouent encore à la poupée, vous m'avez appris à me teindre en blond, quand la mode était qu'on eût les cheveux blonds, à me servir de fard, de mouche et de poudre. Vous avez aboli en moi ce qu'il y avait de frais, de naturel. Au lieu d'être une jeune fille qui est heureuse d'être jeune, qui paraît enivrée de la lumière, de la brise, de toutes les mélodies d'avril, et qui attend pour prendre son essor vers le bonheur, vous m'avez initié à toutes les laideurs du cœur humain, à toutes les tristesses de la vie. Vous avez fané mon âme. Je ne crois en rien, à personne, et je méprise mes semblables. N'empêche que sans nous, tu serais aujourd'hui servante en quelques auberges, ou fille de ferme. Je serais libre, heureuse. La tante de Madeleine ne put réprimer un éclat de rire. Elle ne convenait pas qu'on pût être heureuse autrement qu'à Paris, en jouissant d'une fortune inépuisable, en étalant,
Un faste insolent qui éclabousse les voisins et les relations, en affichant un luxe tapageur et scandaleux. Madeleine haussa les épaules d'un air dédaigneux et souverainement irrespectueux. Elle refoula le mouvement de révolte auquel elle s'était laissée aller et retomba dans une indifférence muette et concentrée. Toutes les paroles, tous les gestes, tous les sentiments de celle qui lui rappelait à tout propos qu'elle était sa bienfaitrice soulevaient en elle de la colère, de l'hostilité et de la répulsion. Depuis longtemps déjà, elle avait résolu de s'affranchir du joug des humiliations dont on l'abreuvait, et elle en cherchait le moyen définitif, catégorique et violent. Elle avait songé à s'enfuir, à disparaître, à se jeter dans la Seine, pour en finir avec une vie déplorable qui l'excédait. L'idée de la mort, de l'au-delà, de l'inconnu que le grand mystère renferme, lui communiquait un frisson d'épouvante. L'inquiétude du lendemain, la conscience qu'elle était désarmée pour les luttes de la vie, qu'elle n'avait appris aucun métier, qu'elle serait désemparée, perdue comme une triste épave dans l'indifférence universelle, lui inspiraient de la prudence. Des rancunes s'accumulaient en elle, de sourdes colères grondaient dans son sein. Des levains mauvais fermentaient dans son esprit quand elle songeait à sa triste enfance auprès de ce ménage grotesque et odieux, de ces parasites de la société qu'étaient son oncle et sa tante. Son oncle, un médiocre, pourvu de cette demi-instruction qui ne donne que de la présomption et de la vanité. Un paresseux, sans esprit de suite, ni volonté, ni persévérance. Sa tante, une sotte niaiseusement orgueilleuse, qui avait obligé son mari à accoler une particule à son nom sous prétexte qu'elle était née pour être une grande dame et qui pensait que l'arrogance, la morgue, la vantardise et l'impertinence sont les caractères de l'aristocratie. Cette tante était le génie du mensonge. Par instinct et par goût, elle déformait toutes les réalités. Elle n'avait pas d'autre souci que celui d'être enviée, d'éblouir, de la faire à la pose, selon les termes d'argot parisien. Elle s'était créée une imaginaire famille de personnages très haut placés, tous nobles, qui vivaient dans des châteaux féodaux, en province, ou qui exerçaient, dans les cours d'Europe, des fonctions très en vue. Diplomatiques le plus souvent, quelques-uns se contentaient de grades élevés dans la magistrature ou dans l'armée. Elle ne parlait que d'elle, se reconnaissait dans tous les mérites, toutes les séductions. Elle seule savait porter une toilette et la faire valoir. Elle seule avait de l'intelligence, de la finesse et de l'esprit. Elle avait été la plus remarquable des beautés de son temps et à l'entendre, on eût dit qu'elle avait eu tout Paris à ses pieds. Avec ses prétentions, ce goût du luxe auquel elle ne pouvait atteindre, ce besoin de briller et de faire miroiter les avantages qu'elle s'attribuait, Madame Lheureux menait une existence précaire, presque toujours gênée, étroite, avec d'incessantes alternatives de splendeur éphémère et de sombre effondrement. Son mari n'avait jamais vécu que d'expédients. Il s'entremettait dans toutes sortes d'affaires plus ou moins licites, plus ou moins avouables de lui amener des profits imprévus. Il avait touché de fortes commissions pour avoir procuré des fiancés riches, à la réputation quelque peu endommagée, à des jeunes gens ruinés mais titrés. Il avait négocié des mariages entre riches héritières américaines et nobles décavés. Quelquefois, sans qu'on en connût au juste la source, il rapportait des sommes considérables qui ramenaient une période de fête et de tapage à la maison. Monsieur et Madame Lheureux menaient grand train, avaient une loge à l'opéra, une automobile, de nombreux serviteurs, puis bientôt un ouragan d'adversité dispersait tout cela. Un à un, les serviteurs étaient congédiés, pour une raison ou pour une autre, et n'étaient pas remplacés. Madame Lheureux gardait une bonne seulement, puis elle la renvoyait aussi pour se contenter d'une femme de ménage. Enfin, elle faisait elle-même son marché, sa lessive, sa cuisine, en attendant une veine dorée. Monsieur Lheureux avait de maintes cordes à son arc, maints emplois ou fonctions hétéroclites, non classées, pittoresques, étranges, qui ne tombaient pas précisément sous le coup des lois, tout étant cependant assez équivoque. Il était bien connu dans les écuries de course et dans les tripots les plus clandestins. Son nom figurait fréquemment à titre de témoin dans des duels retentissants.
On le voyait aussi sur la liste du conseil administratif de sociétés financières pour l'exploitation d'une mine d'or qui n'existait qu'en imagination. Il avait été, pendant un hiver, professeur de bridge et de danse ultra-moderne. On l'avait vu arbitre des élégances, moyennant des petits cadeaux précieux qu'il acceptait discrètement et qu'il revendait fort cher. Il enseignait à de nouveaux parvenus la manière de s'habiller et de se coiffer. Il leur indiquait la nuance du costume et de la cravate qui leur convenait, les guidait dans leur choix de chapelier ou de chemisier, leur conseillait d'adopter des bagues moins volumineuses, des chaînes de montre moins massives, leur indiquait enfin un port de cheveux et de barbe original, et finalement un parfum distingué. Madeleine, rusée et fine, devenait la louche origine des intermittentes périodes d'aisance, la perpétuelle chasse à l'argent qui avait été particulièrement infructueuse depuis de longs mois. Elle constatait, sous les grands airs, les plus déplorables absences de moralité, et savait que les intervalles de restriction trop prolongés surexcitaient encore l'imprévoyance, la prodigalité et la folie des dépenses de ses parents. On venait de traverser une période de sinistre et tragique dégringolade. Madame Lorieux avait dû engager au mont-de-piété les bijoux et l'argenterie de la maison. La mauvaise passe se prolongeant, elle avait dû vendre les reconnaissances. On avait brocanté des vases, un piano, des tableaux. On avait fait de l'argent de tout. On allait s'avouer désespérément vaincu, s'abandonner à la dérive, quand Delorieux avait été visité par une idée de génie. N'était-il pas possible de marier sa nièce, richement, avec un beau gros garçon indolent, indifférent et inerte, qui se laisserait pousser par empathie naturelle, manque de volonté, défaut de résistance, bonhomie, avec une crainte de déplaire à quiconque lui donnait une démonstration de sympathie? Madeleine avait vu la manœuvre, et elle résistait sans raison précise, non point par vertu ou par répugnance à attirer un honnête homme dans un piège. L'ambiance l'avait dépouillée depuis longtemps de toute scrupule et de délicatesse, mais pour déjouer un projet de ses parents qui étaient obligés, dans les circonstances, d'avoir recours à sa complaisance et qui comptaient sur sa docilité pour cette opération. Une furieuse envie de se révolter une bonne fois contre cet esclavage qui l'avilisait, contre le dégoût qui l'opprimait, se concentrait en elle. Elle avait une soif brûlante d'indépendance, et depuis longtemps préméditait un éclat qui briserait tous les liens qui l'enchaînaient à une servitude humiliante et odieuse. Mais faire échec à une combinaison dont elle était l'instrument, cela ne constituait pas une rançon suffisante de ses rancœurs. Elle voulait davantage. Elle voulait d'un coup s'affranchir, souffloter les prétentions à la reconnaissance de ceux qui se disaient ses bienfaiteurs, creuser entre eux et elle un abîme, flageller leur orgueil, leur être non seulement indifférent mais hostile, et pour accomplir ce dessein, le projet de mariage dont il l'harcelait allait servir de prétexte. Elle avait vu commettre tant de mauvaises actions par son oncle et sa tante, aux dépens de tous, mais principalement des amis qui avaient le plus confiance en eux, qu'elle avait résolu d'en commettre une à son tour, mais à leur détriment. Cette pensée trouble, involontaire, vénéneuse, était entrée dans son âme comme un reptile dans un buisson. Elle persistait en elle, y acquérait de la force, faisait d'elle sa proie. Madame de Lorieux, désespérant de venir à bout de l'entêtement de sa nièce, amena son mari à la rescousse. À la première occasion qui lui parut favorable, celui-ci voulut se montrer éloquent, persuasif, insinuant et habile. « Mado, dit-il, tu as la chance de posséder une tournure agréable et un visage séduisant. Avec cela, on arrive à tout à Paris. Tel chloridique trottin, se morfond dans la pénombre d'une arrière-boutique qui demain, par l'influence d'un ministre, entrera dans la Comédie Française, où aura son hôtel et son équipage, parce qu'elle aura eu l'intelligence de sourire au moment opportun, de se montrer provocante ou audacieusement coquette, de faire miroiter la pincée de grâce qu'elle a tout intérêt à mettre en valeur. Tu es avantageuse d'aspect, et je me suis arrangé pour que tu sois remarquée par un jeune homme parfait à tous les points de vue, pas très malin, peu exigeant, que tu conduiras par le bout du nez, et qui se fera le serviteur de tous tes caprices, de tes fantaisies et de toutes tes volontés. L'heure est venue où tu peux nous dédommager pour tous nos sacrifices,
car celui que je te destine possède une fortune prestigieuse. Nous avons de la chance que tu lui plaises. Je lui ai laissé entendre que tu étais éprise de lui depuis ton enfance, depuis que tu l'avais vu pour la première fois, que tu avais confié ton rêve à un petit cahier secret que j'ai découvert par hasard. Je lui ai soutenu que tu parlais de lui, que tu l'admirais. Le pauvre garçon sans défense. Il sourit d'abord, puis te regarde, pensant à la légende que je créais. On fut flatté, s'abandonna à la suggestion, et à présent, il est épris, sérieusement épris, et il serait fort malheureux que tu ne te décidais pas à lui permettre de faire ton bonheur. Serais-tu tant à plaindre si tu devenais la femme du meilleur des jeunes hommes? Voyons, réponds, veux-tu épouser Bonnière? Les dents serrées, contractée dans une attitude de volonté énergique, la jeune fille fit non d'un geste de la tête. Lorieux se sentit emporté par une colère dont il réprima aussitôt la violence. Il se radoucit, reprit son calme, redevint placide et pâle, après avoir été congestionné et cramoisi. Ce fut presque sur le ton implorant d'une prière qu'il poursuivit. « En ce moment, tout va mal chez nous. La guigne s'acharne sur nous et nous lâche pas. Tu nous vois chaque jour restreindre notre train. Nous glissons vers une abîme de misère et de médiocrité sans nom. Et il m'est impossible de me raccrocher à une autre planche de salut que ton mariage. C'est pour nous l'unique filon à exploiter. J'en ai suscité la réussite. J'en ai fait germer, grandir et se développer l'idée avec beaucoup d'adresse. Bonnière est colossalement riche. Et j'ai tant fait pour qu'il croie t'aimer. Seconde mes efforts. Prête-toi un peu aux circonstances et demain, tu auras un avenir étincelant. Et nous serons rassurés sur ton sort et sur le nôtre. Nous, il nous faut peu de choses. Une douce retraite à votre ombre. Nous passerons inaperçus autour de vous, satellites d'un jeune ménage qui aura besoin de nos conseils et de nos directions. Nous ne serons pas encombrants. Pour toi, Mado, tu ne t'imagines pas ce que serait ce mariage, le bonheur, la sécurité, pour toute ta vie. Une chance qu'il ne se présente pas deux fois dans le cours d'une destinée. Laisse-moi tranquille. Moi, je ne suis pas intéressé, et d'ailleurs, je ne veux pas me marier. Je veux être libre, lança Madeleine. Jamais tu ne le sauras plus qu'avec ce gros garçon, docile et obéissant, comme un gros toutou. Avec lui, ta vie sera un perpétuel ivresse, voyage, plaisir de toute nature, enchantement, jeux, danse, fêtes, opéra, cadeaux, bijoux. Tu auras tout ce qui donne de l'attrait et de la couleur à une existence. Sans compter que ce mariage fera taire les mauvaises langues, et notre sale bain-bêche de concierge, et des stupides fournisseurs du quartier qui nous dénigrent et nous méprisent, dit sur un ton acidulé Madame Lorieux. Ils refusent aujourd'hui de nous livrer quoi que ce soit, autrement qu'au comptant. Épouse Bonnière, épouse-le, et tu les verras tous venir, la bouche en cœur, nous faire leurs œuvres de service avec des prosternements, des courbettes, des saluts. Ah, que le monde est méprisable! Mais fais-le ce mariage, et tu me verras m'offrir la joie de dire à tous mes semblables ce que je pense d'eux. Monsieur Lorieux renchérit. Mado arrive à un âge raisonnable. Elle n'est pas idiote, et comprend aussi bien que nous l'intérêt qu'il y a pour nous tous, mais surtout pour elle, et à se laisser convaincre que le bonheur est à portée de main. Et c'est ce qui termine le premier épisode de Pris au piège de Claude Bontorge. Je me demande bien où est-ce que ça va aller. J'aime particulièrement Monsieur Lorieux. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de plaisir à le mettre en image avec l'intelligence artificielle. Je l'imaginais un peu d'ailleurs comme Roger Colin dans la série Dark Shadow, pour ceux qui connaissent. C'était un personnage qui était joué par l'acteur Louis Edmond. Quand je m'imagine un riche monsieur pas commode qui se coule un verre de brandy près d'un grand foyer de pierre, c'est tout de suite à lui que je pense. Et sur ceci, à la prochaine. Ma chère Mado, tu devras comprendre éventuellement que tu as tout intérêt à m'écouter. Mais trêve de papotage, je crois que j'ai mérité un petit whisky. Ah, j'en ai presque oublié mon existence misérable.